Dans une vallée des Alpes bavaroises, en janvier 1943, Eva Braun se fait filmer pour plaire à celui qu'elle aime, discrètement. Adolf Hitler. Le Crépuscule des dieux de Wagner, son compositeur préféré qu'il écoute dans sa montagne, est-il prémonitoire? Pour elle, il est le Führer, le chef qui a conquis l'Europe et une partie de la Russie, même s'il a connu des revers à Moscou et à Stalingrad, où la situation est désespérée. Mais sa volonté de domination intacte va-t-elle le conduire à son crépuscule? Après ses premiers échecs, Hitler se prépare au grand choc. « 10 janvier 1943, un hiver glacial. Au quartier général du Führer, la tanière du Loup, proche du front russe, Hitler s'apprête, avec le maréchal Keitel, qui dirige le haut commandement de l'armée, et Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, à recevoir son allié, le dictateur de la Roumanie, le maréchal Antonescu. Hitler va lui reprocher la débâcle de l'armée roumaine à Stalingrad, qui a entraîné, selon lui, le sort inéluctable de la 6e armée allemande. Dans l'entourage d'Hitler, l'un de ses officiers de liaison, Nikolaus von Below, note dans ses mémoires: « Il était effrayant de constater la montée de son antisémitisme à mesure que les combats en Russie s'éternisaient. » Hitler répète sans cesse: « Exterminer les Juifs, c'est ma mission terrestre. » Derrière ces portes, une des secrétaires, Christa Schröder, note: « Lorsqu'au cours de conférences, on rapportait à Hitler les bruits qui circulaient sur les exécutions en masse et les cruautés perpétrées, jamais il n'aurait admis devant témoins la dureté inhumaine de ces lois de répression. » Mais cette secrétaire, que sait-elle vraiment des rafles, des ghettos, des déportations, des massacres, de toutes ces opérations d'extermination sans cesse recommencées en Russie et en Europe occupée? Et que c'est Eva Braun? Elle dit: « J'ai rencontré des gens qui m'ont fait des récits. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mais au fond, n'est-il pas mieux que je ne sache pas ce qu'il se passe? Tout compte fait, je ne peux rien y changer. » Berlin, 21 mars 1943. Hitler inaugure une exposition d'armes prises aux soviétiques pour masquer la chute de Stalingrad. Il est accueilli par le maréchal Göring, ministre de l'Aviation, avec qui il a pris le pouvoir 10 ans plus tôt exactement. L'atmosphère n'est plus la même. Ici, un attentat se prépare contre lui. Il échoue. D'autres suivront, auxquels il échappera par miracle. Dans toute l'Europe occupée par Hitler,
1943 est le véritable essor de la résistance au nazisme. Même en Allemagne. Hans Scholl, étudiant en médecine incorporé comme infirmier sur le front de l'Est, raconte les horreurs commises par la Wehrmacht. Avec sa sœur, Sophie Scholl, et un autre étudiant en médecine, Alexander Schmorell, ils fondent le mouvement de la Rose Blanche, qui dénonce ce qu'ils appellent la dictature du mal et distribue des tracts contre le nazisme. En voici un. Il se termine ainsi. Notre peuple se dresse contre l'anéantissement de l'Europe par le national-socialisme dans une affirmation renouvelée de liberté. Ils sont dénoncés, arrêtés, condamnés à mort. Sophie Scholl déclare « Ce que nous avons dit et écrit, beaucoup le pensent, mais ils n'osent pas l'exprimer. » Elle est guillotinée à 20 ans. Hitler est maintenant face à un mur. Les Alliés viennent d'affirmer à la conférence de Casablanca leur intention de continuer leur combat jusqu'à la reddition sans condition de l'Allemagne. Alors Hitler dit « Comme je l'ai toujours affirmé, les choses sont claires, ce sera la victoire ou la destruction. » Son complice, Goebbels, ministre de la propagande, avait préparé le terrain. Voulez-vous la guerre totale? Peuple allemand, lève-toi. Et tempête, déchaîne-toi. L'apothéose, c'est le 19 avril 1943, la veille de l'anniversaire du Führer. Avec Beethoven, la 9e symphonie, l'hymne à la joie, sous la direction d'un chef d'orchestre sympathisant nazi, Herbert von Karajan. Sa secrétaire, Christa Schröder, écrit « Hitler apparaissait de moins en moins en public à mesure des revers de ses armées. Tel un reptile qui craint le jour, Hitler fuyait la lumière. » Les pertes allemandes dépassent maintenant les 4 millions de tués, blessés ou disparus, militaires et civils. Christa Schröder écrit ce qu'elle ressent de diabolique chez Hitler. La mort d'un être humain le laissait absolument insensible. Il voyait l'humanité comme un long enchaînement d'hommes dont il était lui-même l'anneau initial. Le lendemain, 20 avril, dans sa résidence des Alpes de Bavière, le Berghof, Hitler fête son anniversaire en petit comité. Il a 54 ans. Son photographe personnel, Hoffmann, présente un recueil de photos que le Führer a commandé. Des monuments du Grand Reich allemand qui vont disparaître dans les bombardements alliés pour les reconstruire à l'identique après la guerre. Hoffmann lui fait admirer des tableaux raflés aux Juifs pour sa collection personnelle. Et le carré des intimes pose pour la photo de famille rituelle. Avec au premier rang, à la droite du Führer, Eva Braun, qui maintenant est passée de maîtresse cachée à compagne officielle. Il reçoit les vœux du personnel avec leurs enfants. Une des secrétaires, Traudel Junge, écrira « Il ne parle que de son chien, comme si c'était son anniversaire au chien. Il dit « C'est vraiment le chien le plus doué que je connaisse et je joue souvent à la balle avec lui. »
Hitler parle de son chien pour éviter de parler de la guerre. La guerre continue, comme ici, au nord de la Russie, où il faut maintenant tenir plutôt qu'avancer et survivre plutôt que vaincre. La guerre continue sur un front de 3000 km, de la Laponie à la Crimée. Kharkov sera prise et reprise 4 fois. Hitler, filmé par Eva Braun, semble toujours souriant et confiant. Ce n'est pas seulement la comédie du pouvoir. S'il ne parle pas de la guerre, c'est qu'il croit maintenant avoir le moyen de la gagner, avec ce qu'il appelle les armes secrètes. Grâce à cet homme, Werner von Braun, jeune génie au service du mal qui a conçu une arme imparable, la fusée V2, qu'il fait construire dans une île au nord de l'Allemagne. Quand le V2 sera au point et produit en grande quantité, il pourra transporter 1 tonne d'explosifs sur Londres, plus tard sur New York, et un jour, pourquoi pas, la bombe atomique. Une petite équipe de savants nucléaires y travaille, mais les meilleurs ont été obligés de fuir l'Allemagne parce qu'ils étaient juifs. Et les premiers essais sont loin d'être concluants. En attendant les armes secrètes, Hitler a toujours un atout maître. Dans son salon grandiose du Berghof, il reçoit le stratège de la guerre sous-marine, l'amiral Karl Dönitz, qu'il vient de nommer commandant en chef de la marine allemande. Depuis le début du conflit, les sous-mariniers allemands, souvent nazis convaincus, ont coulé à la torpille ou au canon 17 millions de tonnes de navires, paquebots, pétroliers, transports de troupes, de matériel, de nourriture, de blessés. Une guerre inexpiable. Après avoir rôdé sous l'océan, les fameux U-boats, les loups gris de Dönitz rentrent se cacher des avions alliés dans leur abri invulnérable des côtes françaises, à Lorient, à Bordeaux, à Royan. Ils sont les héros du jour, morts le lendemain. 27 000 disparus sur 35 000 sous-mariniers, 70% de pertes, dont le fils de l'amiral Dönitz. En cette année 1943, Hitler voit s'éloigner son projet de conquête en tenaille du pétrole du Caucase et du Moyen-Orient. Mais il occupe encore une partie de la Russie et ce qu'il appelle l'Europe nouvelle. La propagande allemande continue de célébrer l'idée hitlérienne d'une Europe unifiée en lutte contre le bolchevisme. Pour ceux qui vivent sous la domination de la Wehrmacht, comme la famille du photographe Fernand Bignon en Normandie, la vie peut être tranquille si on n'est ni juif, ni un ennemi du Reich, un communiste ou un résistant. Résistants, combien le sont, au risque d'être embarqués dans des wagons de marchandises, comme celui-ci, qui transporte des réfugiés mais qui sert aussi à déporter les malheureux juifs vers les camps de la mort. Le risque est aussi grand d'être dénoncé par son voisin en écoutant la radio de Londres, les Français libres, les messages personnels. Ici Londres. Gabriel garde l'anonyme.
Le manchot la serre dans ses bras. La patrie n'est pas morte. La haute voix du général de Gaulle, L'espérance n'est pas éteinte. qui donne de l'espoir. Vive la France! La plus grande partie des Français se laisse aller au fil de l'eau. Évite toute l'occupation allemande avec comme souci majeur celui de ne pas mourir de faim. Les Allemands sont appelés par les Français les dorifores, insectes nuisibles qui dévorent les pommes de terre. Les Français sillonnent le pays à vélo. Il n'y a plus une goutte d'essence. Les tickets de rationnement délivrent de maigres rations. Alors, on part à la recherche d'un paysan qui peut vendre de la viande, des œufs, du lait. On cueille le cresson des rivières et l'herbe à lapin pour le petit élevage familial. Un intertitre malicieux, sans ticket de rationnement, un lapin à la moutarde. Et M. Bignon filme ses filles, qui se sont faites aux chaussures en bois, à tout ce que les Allemands appellent des Ersatz, comme la graisse de poisson, à la place du beurre. Car le Reich d'Hitler souffre lui aussi de sévères restrictions. Et maintenant, les Allemandes produisent des obus plus lourds qu'elles pour la guerre totale de Goebbels, qui dévore les munitions. Mais le rationnement allemand semble épargner certains, comme en témoignent, au printemps 1943, ces images d'amateurs filmées dans la ville touristique de Dachau, à côté de Munich. Dachau est aussi le premier camp de concentration nazi, ouvert seulement 2 mois après la prise de pouvoir d'Hitler, en 1933. 200 000 déportés passeront cette porte marquée. Le travail rend libre. Communistes, homosexuels, juifs de Bavière, tziganes, prêtres polonais, ils seront pour beaucoup esclaves de la firme BMW. Ils mourront de faim, d'expérience médicale, ou sous les coups des gardiens SS qu'on voit ici jouer au volley, à côté du camp, le dimanche. Dachau, cette ville médiévale que le club de photographes et cinéastes amateurs a choisi pour sujet. Ils sont accueillis par l'un des officiers SS qui sera pendu en 1946, comme tout l'encadrement du camp. Et c'est l'orgie, fournie par la cantine des gardiens de Dachau. Ces gens sont des nazis. Sinon, ils seraient rationnés comme les autres. Pour ces privilégiés du régime, Adolphe, comme il l'appelle familièrement, le Führer, a toujours raison. Et il gagnera la guerre. Le 14 avril 1943, Hitler fait venir en Allemagne Mussolini, les traits marqués, au pouvoir chancelant. Hitler veut l'informer qu'il va reprendre l'offensive en Russie. Il a toujours besoin de son appui et de ses soldats. Mussolini est réticent. Il aimerait mieux un effort en Méditerranée, où ses intérêts sont directement menacés. Mais Hitler lui montre que ses généraux préfèrent attaquer en Russie pour stabiliser ce front et rassurer ses alliés. Ce sera l'opération Citadelle. Une offensive au centre du front, dans le secteur de la ville de Koursk,
là où les Russes avaient réussi à avancer. Les Allemands attaqueront du nord et du sud, dans leurs manœuvres d'encerclement habituelles. Le destin du monde en juillet 1943 serait-il une bataille autour de la ville de Koursk? Hitler mobilise l'énergie de Speer, son architecte, qui l'a fait ministre de l'armement et qui a donné un essor nouveau à l'industrie de guerre allemande. Speer a réussi en faisant travailler jusqu'à la mort des millions de prisonniers et de déportés. Il a fait tourner à plein régime la sidérurgie de l'Europe occupée pour produire un armement gigantesque. Hitler et Speer ont trouvé aussi un ingénieur de génie, Ferdinand Porsche. Pour Hitler, Porsche avait inventé la voiture du peuple, la Volkswagen. Hitler et Speer vont lui faire concevoir un char meilleur que le T-34 soviétique. Et Speer assiste aux essais de ce char Tigre. Le pari est tenu. C'est un monstre de 60 tonnes, armé du fameux canon de 88, capable de percer tous les blindages, plus précis, plus loin. Ils seront les fers de lance d'une masse de blindés jamais vus. Qui pourra vaincre le Tigre de Ferdinand Porsche? Fin juin 1943. Tout est prêt pour l'opération Citadelle. Hitler a concentré 2700 chars, 7000 canons, 2600 avions et 800 000 soldats, ce qui constitue un effort prodigieux après les pertes humaines et matérielles qu'a subi la Wehrmacht. Hitler dit « La victoire à Koursk sera un signal pour le monde entier. Le chemin vers la domination du monde est tout tracé. » Mais les Allemands ont encore une fois sous-estimé leur ennemi. L'armée rouge aligne 2 fois plus de chars, 5600 et 30 000 canons, 3600 avions et près de 2 millions de soldats. Staline les galvanise. Il fait lire sa proclamation. Ne pas laisser un seul mètre de notre terre à l'ennemi. Être prêt au combat décisif contre les occupants germano-fascistes. L'état-major soviétique sait très exactement, par son espionnage, que l'ennemi va frapper à Koursk. Nikita Khrouchtchev, qui sera un jour le maître de la Russie, joue un rôle dans cette bataille. Il est commissaire politique, l'œil de Staline. Il se mêle de tout. Il raconte dans ses mémoires qu'il a interrogé des prisonniers SS avant de les faire fusiller, et il sait aussi ce qui se prépare et quels sont les enjeux. Il dit « Les 2 ou 3 jours qui viennent seront terribles. Ou bien nous tiendrons, ou bien les Allemands prendront Koursk. Ils jouent le tout pour le tout. C'est pour une question de vie ou de mort. C'est à nous de faire en sorte qu'ils se rompent le cou. » Et Khrouchtchev, dans sa combinaison américaine, monte dans sa Jeep fournie par les Américains comme les 2 tiers des véhicules, des avions, des armes et l'intégralité des conserves que mange son armée. « 4 juillet 1943. Ces fantassins soviétiques, dans leurs tranchées, sont des Ukrainiens. Ils évoquent leur bien-aimé, comme tous les soldats du monde, avant la bataille.
général, Konstantin Rokossovski, vient d'être prévenu par Staline lui-même que l'assaut allemand se ferait de nuit. Partout sur la ligne de front, les Russes attendent. Sur leurs chars, ils ont écrit « Pour la patrie, pour Staline ». Dans un court passage dans ces montagnes, au Berghof, Hitler se fait photographier, très détendu. À ses côtés, Goebbels en rajoute, il dit « Les Russes sont à bout de leurs réserves humaines ». Et Goebbels vient encourager le général nazi, Walter Model, pour qui la défaite n'est pas une option. Son honneur de soldat est en jeu. Model, sous les ordres du maréchal von Kluge, doit attaquer du nord, à partir d'Orel, et Manstein attaquera du sud pour encercler les Russes autour de Koursk. Le maréchal von Manstein a des doutes. Pour lui, Hitler a trop attendu pour lancer ses offensives et laisser les Russes se renforcer. Manstein veut plus de soldats, de plus en plus jeunes. Mais ce 4 juillet 1943, les dés sont jetés. La plus grande bataille de chars de tous les temps va s'engager. Hitler proclame « Soldats du Reich, vous participez aujourd'hui à une offensive d'une importance capitale. De son résultat peut dépendre le sort de la guerre. Votre victoire montrera au monde entier que toute résistance à notre puissance est vaine. » L'ordre d'attaque allemand est confirmé. Au nord comme au sud, le 5 juillet à 4 heures du matin, la Wehrmacht déclenchera ses offensives. Mais les Russes du général Rokossovski prennent les devants. À 2 heures du matin, ils déchaînent leur artillerie et leurs fusées Katyusha. Le tir russe est largement inefficace. Et les Allemands peuvent attaquer, appuyés par leurs chars, leurs canons d'assaut, avec les Tigres en tête. Et les puissants chars russes, les T-34, contre-attaquent. La bataille ressemble, dit l'écrivain nazi Paul Karel, à la guerre de 14-18. C'est l'enlisement, malgré les chars. Paul Karel écrit « Tous les officiers sont morts ou blessés. En vain, les hommes s'élancent pour conquérir une tranchée. Une autre tranchée leur barre immédiatement la route. Les bataillons fondent comme de la cire. Le 10 juillet, au nord de Koursk, après 5 jours de progression, les Allemands sont arrêtés par la violence de la réaction des Russes. 2 jours plus tard, le général Model ordonne le repli sur les positions de départ. En reculant, le lieutenant Karl Freigang, de la 7e division d'infanterie, détruit avec rage tout ce qui pourrait servir l'ennemi. Il écrit « Nous devons revenir en arrière. Tout
Toutes ces victimes l'ont été pour rien. Tout cet engagement a été vain. J'en ai pleuré de colère et de tristesse. Pendant que Model recule au nord, au sud, les SS réussissent à percer la deuxième ligne de défense russe, au prix de lourdes pertes. Ils font de nombreux prisonniers qui sont dirigés vers l'arrière, dans les blés de l'été. La Luftwaffe, l'aviation allemande, s'attaque à la dernière ligne de défense russe. Les fameux bombardiers en piqué Stuka pilonnent les positions soviétiques. La bataille de Koursk est aussi une grande bataille aérienne. Les soviétiques ont maintenant de meilleurs avions, mais pas encore de bons pilotes et de bonnes tactiques. Les pertes sont très lourdes. Sur des chasseurs Yakovlev, Yak-3, les volontaires français de l'escadrille Normandie viennent combattre aux côtés des Russes. Devenu le régiment Normandie-Niemen, ils finiront la guerre avec 273 victoires et 38 morts, dont leur chef, le commandant Jean Tulan, tué dans le ciel de Koursk. Et sur ce front sud, la bataille terrestre atteint son paroxysme. Mais la violence des combats ne départage pas les camps, et le pire reste à venir. Toutes les forces blindées allemandes se lancent à l'assaut des T-34 russes. Ce 12 juillet 1943, 8 jours après le début de l'opération Citadelle, 3000 chars vont s'affronter dans un monstrueux chaos. C'est le premier combat du chef de char soviétique, Yevgeny Shkurdalov. Je touche le premier tank allemand, à 100 mètres. Ce tigre a déjà démoli un grand nombre de nos chars. Il tire dans notre direction. Je vise, je tire. Le tigre prend feu. Je ressens comme jamais une telle excitation. Le tankiste allemand, Wilhelm Reis, dit « T-34 droit sur nous. On me passe les obus frénétiquement. Je les charge dans le canon. » Le chef n'arrête pas de hurler « Tire, tire !» Le Russe continue à se rapprocher de nous. Au 4e tir, le T-34 s'arrête. Il a des trous de 5 cm dans son blindage. Le commandant russe, Pavel Rotmistrov, a une vision dantesque. Le champ de bataille est envahi par des tourbillons de fumée et de poussière. La terre est secouée de déflagration. Les chars se heurtent les uns aux autres et s'accrochent. Ils ne peuvent plus se dégager. Ils se battent à mort, en continuant de tirer jusqu'à ce qu'ils soient en morceaux. Flammes. Les chars se sont canonnés à bout portant, et même certains ont fini par se percuter, à monter les uns sur les autres.
2100 chars russes ont été détruits contre 360 Allemands. Leur victoire est nette. Un océan d'épaves, de ferraille et de débris humains. 1 200 000 soviétiques et 200 000 Allemands ont été tués ou blessés. Le fameux général SS Zieb Dietrich, si proche d'Hitler, dit à ses officiers « Nous dînerons ce soir à Koursk ». Et pourtant, à la surprise de tous, Hitler, souriant, convoque ses généraux pour leur donner l'ordre d'arrêter la bataille, de revenir sur leur position de départ, de ne pas prendre Koursk. Si près du but, le général Zieb Dietrich ne comprend pas. Staline en profite pour montrer au monde entier la victoire de Koursk, qui pourtant n'en est pas une. Récupérer le terrain perdu, reprendre la ville d'Orel. Staline institue alors la salve de canon pour célébrer chaque victoire. Il en fera tirer 355 jusqu'à la fin de la guerre. Hitler vacille. Il doit en même temps faire face à une autre offensive russe en Ukraine, vers le plateau du Donetsk. Et l'invasion alliée de la Sicile menace l'Italie et le sud de l'Allemagne. Pour Hitler, le danger est si grave qu'il prend le risque de s'envoler pour l'Italie du Nord, rencontrer son vieil allié, Mussolini. Une photo unique montre le Duce, l'air angoissé, qui supplie le Führer de trouver une issue à la guerre. Hitler cherche à le rassurer par un monologue halluciné sur ses armes secrètes et ses nouveaux sous-marins. Une centaine de grands sous-marins océaniques sont en construction. Bien plus performants, ils pourront rester beaucoup plus longtemps en plongée. Ils seront armés de torpilles acoustiques, dont l'amiral anglais Cunningham dit avec inquiétude « Avec ça, ils vont tirer nos cargos comme des canards sur un étang ». Churchill écrit dans ses mémoires « Toute cette guerre dépend de la bataille de l'Atlantique ». Et il ajoute « La seule chose qui m'effraie vraiment, ce sont les sous-marins allemands ». La plupart des sous-marins sont construits dans le port de Hambourg, deuxième ville d'Allemagne. C'est là que Churchill et les commandements alliés de l'aviation de bombardement veulent frapper la source même des sous-marins nazis. Pendant des mois, Anglais et Américains mettent au point ce qui sera dans l'histoire la première grande campagne de bombardement de villes. Chaque avion transportera un mélange soigneusement dosé de bombes explosives et incendiaires. La logique de la guerre aboutit à cette terrible besogne, patiemment calculée et mise au point, pour qu'elle entraîne la pire des dévastations. Pas question de viser seulement les chantiers navals. Il faut détruire tout. Le port, ses installations, ses usines et la ville autour, avec ses ouvriers, sa population. Tout ce qui peut servir le Reich d'Hitler. Le 25 juillet 1943, les Anglais et les Américains lancent 1000 grands bombardiers quadrimoteurs au-dessus de l'Allemagne. Objectif, Hambourg. Cette armada s'étendra dans le ciel sur 10 km. Les bombardiers vont se relayer pendant 8 jours.
Ces jeunes équipages vont se sacrifier pour accomplir cette mission meurtrière sur les populations allemandes. Un ouragan de feu tue sur le coup 40 000 personnes et fait 600 000 sans-abri. L'homme qui a organisé ce raid terrifiant est le général Arthur Harris. Il écrit: les nazis sont entrés dans cette guerre sous l'illusion enfantine qu'ils allaient bombarder tout le monde et que personne n'allait les bombarder. À Rotterdam, Londres, Varsovie et une centaine d'autres endroits, ils ont semé le vent et maintenant ils récoltent la tempête. Sept autres raids aériens se succèdent sur Hambourg, déversant 8000 tonnes de bombes, sans détruire les chantiers navals. Le peuple allemand est maintenant plongé dans le malheur de la guerre. Mais le premier souci de Goebbels est de montrer qu'Hitler est fermement aux commandes. Il le fait filmer dans son quartier général de la Tanière du Loup. Le Führer semble serein, mais la situation militaire en Russie se dégrade un peu plus chaque jour. Hitler doit aller en Russie rencontrer le maréchal von Manstein, qui commande le front sud en Ukraine. La réunion est houleuse. Manstein dit: je veux souligner la gravité de notre situation. Que nous le voulions ou pas, nous devons nous replier derrière le Dniepr. Le grand fleuve, le Dniepr, est l'objectif de l'offensive russe depuis Koursk, vers Smolensk et Kiev. Alors Hitler autorise le repli et, comme Napoléon, comme Staline, donne l'ordre de la terre brûlée. Le grand écrivain russe, Vassili Grossman, témoigne de la barbarie nazie. J'ai visité cette magnifique vallée fertile du Dniepr, transformée par les fascistes en un enfer de souffrance et de supplice. Le fascisme fusille et tue les gens, non pas individuellement, mais par village, par ville. Des porteurs de torches et de mitrailleuses à balles incendiaires brûlent des dizaines de villages florissants, exécutent des rues, des quartiers, des villes entières. C'est ce que découvrent les soldats de l'armée rouge dans leur reconquête. La vengeance est immédiate. Les staliniens veulent aussi reprendre le contrôle des populations après 2 ans d'occupation allemande. Ils organisent de grandes manifestations et de multiples procès de ceux qui auraient sympathisé avec l'ennemi et qui se termineront tous par des exécutions ou des déportations au goulag. Du côté allemand, le maréchal von Manstein revient à la Tanière du Loup pour demander au Führer de ne plus s'occuper des affaires militaires. Hitler est hors de lui, mais il accepte de se mettre en retrait du haut commandement.
Il continue à présider les réunions, mais manifeste une humeur de plus en plus sombre. Sa secrétaire favorite, Christa Schroeder, dira: il jouait avec sa chienne, cadeau de Bormann. Il prenait ses repas seul et il nous a interdit de parler de la guerre. Mais Hitler se reprend. Il charge le SS Otto Skorzeny d'une mission: sauver Mussolini, arrêté par les nouvelles autorités italiennes qui ont demandé l'armistice aux alliés anglo-américains. Mussolini est emprisonné, mais où? Skorzeny doit le trouver. Pendant ce temps-là, des parachutistes allemands investissent Rome. L'armée italienne sera désarmée et déportée. Skorzeny finit par trouver Mussolini, enfermé au nord de Rome, dans cet hôtel d'altitude, aux allures de forteresse. Le 12 septembre 1943, les paras allemands et les SS se posent en planeur sur la montagne, sans réaction italienne. Ils délivrent Mussolini qui dit à Skorzeny: il était temps, j'allais me suicider. Dans les différents avions qui l'emmènent en Allemagne, Mussolini explique que l'armistice italien imposait sa livraison aux Alliés. Mais quand il est conduit à Hitler, il comprend que son sort ne sera pas meilleur. Hitler veut que cet homme épuisé et vaincu lui serve encore. Et il lui fait créer un contre-gouvernement en Italie du Nord, occupé désormais par les Allemands. Hitler et les nazis, souriant pour la caméra, renvoient Mussolini en Italie, vers un destin incertain. Celui d'Hitler n'est pas plus rassurant. Ses pires ennemis sont réunis pour la première fois devant la presse du monde entier. Ils trônent avec d'abord le maître de la Russie, Staline, en maréchal de l'armée rouge. Au centre, à tout seigneur, tout honneur, le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, et Churchill, dans son bel uniforme de la Royal Air Force, qui incarne la résistance au nazisme. L'ordre du jour porte sur la date du débarquement allié en France. Ce sera au printemps 1944. Le second front, si longtemps attendu par les Russes, va enfin s'ouvrir. Staline ne doute pas de l'issue de la guerre. Il dit: après la victoire, il faudra fusiller tous les soldats allemands, 50 000. Churchill, horrifié, dit: je préfère être fusillé que salir l'honneur de mon pays. Roosevelt, pour détendre l'atmosphère, plaisante: on pourrait peut-être se limiter à 49 000. Pour la première fois depuis le début de la guerre, Hitler passe Noël seul dans son blocos, sur son lit de camp. Il veut montrer qu'il est solidaire de ses soldats du front. Et que devient Eva Braun? Un des gardes du corps, Rochus Mich, témoigne. Hitler à peine parti, Eva Braun a organisé une fête. En un rien de temps, elle avait changé d'expression. Elle était devenue drôle, enjouée. Elle semblait s'ouvrir, vouloir dire aussi qu'il fallait profiter de ce départ, de ce moment de liberté, qu'on devait tous s'y mettre. Les Allemands, eux, commencent la nouvelle année en creusant des abris.
Ils gardent le moral parce qu'ils ont toujours confiance dans la victoire. Hitler dit « L'Allemagne sortira plus belle que jamais de ses décombres ». En février 1944, le psychanalyste américain Walter Langer étudie le cas du Führer. Il écrit « Hitler évitera les apparitions publiques. Il y aura un complot contre lui. Il n'acceptera pas de négociation de paix. Il refusera de se rendre. Il se vengera du monde pour l'avoir détesté. Et il se suicidera un jour. »